Je m'appelle Camille et j'ai appris que la trahison peut ressembler exactement au trottoir de dépose minute de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Collant sous la chaleur de juillet. On pourrait penser que le moment le plus humiliant de notre voyage familial de félicitations serait celui où ma sœur Léa a pris ma place côté hublot. On aurait tort. La partie la plus humiliante, c'est ta mère, Catherine, se penchant sur le siège passager, ses lunettes de soleil formant un bouclier protecteur parfait. Nous venons d'eux. Je n'ai pas pu faire enregistrer la grande valise. Chérie, quel tracas. C'est tout simplement plus facile ainsi. Ma valise. Ma vie entière. Elle me tend un billet de bus, un aller simple, et une carte de félicitations avec un billet de 95 € tout neuf à l'intérieur. Mon père, Jean, se contente de hocher la tête. Il ne me regarde pas. Il enclenche la marche avant. La voiture tourne au coin de la rue et disparaît. Je reste là, debout sur le béton. Un fantôme qu'ils ont oublié d'enterrer. Je ne choisis pas de direction. Je choisis simplement un bus qui part. Le bus me dépose dans un quartier de Lyon que je n'ai jamais vu autrement que depuis un viaduc d'autoroute. Mes pieds sont engourdis. Mon téléphone est un rectangle noir inutile. Les 95 € dans ma poche ressemblent moins à une bouée de sauvetage qu'à un compte à rebours. Je trouve une chambre à louer dans une rue qui sent la bière éventée et les oignons frits. C'est au-dessus d'un bar appelé le Zinc Creux. L'enseigne clignote, promettant le tétanos. Le propriétaire est un homme dont le t-shirt a abandonné tout espoir. Il ne demande pas de caution. Il veut simplement la première semaine en espèces. La chambre est petite. Le sol est collant. La fenêtre donne sur un mur de briques. La nuit, la musique d'en bas ne fait pas trembler les murs, elle s'en imprègne. La ligne de basse devient mon nouveau pouls. Les nouveaux standards. C'est un palais. Il y a un verrou qui fonctionne. J'ouvre un petit carnet taché, celui que je cachais dans mon sac à dos. Je suis le genre de fille qui dessine ce pourquoi elle ne trouve pas de mots. J'écris fond de survie sur une enveloppe et je glisse l'argent restant à l'intérieur. Cela semble pathétique. L'endurance que j'apprends est un emploi du temps. Mon réveil sonne à 4 heures du matin. Premier emploi, barista dans un café. J'ai appris à faire mousser le lait jusqu'à ce qu'il soit parfait. À sourire aux gens qui me regardent sans me voir, à dire passer une excellente journée comme si je le pensais vraiment. Je sens le café brûlé et la fausse vanille. Mon deuxième emploi est de midi à 17 h, femme de ménage dans un hôtel. Je nettoie les vies d'inconnus. Je récure des douches et change des draps qui sentent le sommeil des autres. Je suis un fantôme en uniforme bleu. Je suis payé en espèces, 9,50 € de l'heure, au noir. Mon troisième emploi est de 22 h à 2 h du matin, plongeuse dans une boulangerie. C'est le pire de tous. L'air est épais d'une odeur de sucre, de vieux levain et d'eau de javel industrielle. Je frotte des plaques de cuisson jusqu'à ce que mes mains soient à vif, le dos hurlant de douleur. Le bruit du grattoir métallique sur les plateaux en métal résonne dans mes oreilles. Mais j'observe. J'observe le boulanger de nuit, un homme bourru nommé Marcel, se déplacer avec une concentration tranquille. Je regarde comment il manipule la pâte, comment il entaille le pain, comment il poche le glaçage d'une main ferme. Il ne me parle jamais. Je ne suis que la fille qui nettoie ses dégâts. Je rentre dans ma chambre à 2h30 du matin. Le bar en bas est enfin silencieux. Le silence dans ma tête est assourdissant. C'est le genre de solitude qui ne vous fait pas seulement vous sentir seul, elle vous fait vous sentir invisible. Je fais défiler mes anciens contacts. Ma sœur Léa, ma mère Catherine. Je tape je suis en sécurité et je l'efface. Je tape où est ma valise et je l'efface. Je tape pourquoi et j'efface cela aussi. 2. J'ai arrêté de pleurer. La rage que je pensais ressentir n'est pas là. C'est juste cet espace froid et vide. J'ouvre mon carnet taché. Je n'écris pas. Je dessine. Je dessine un gâteau à 5 étages recouvert d'une dentelle de sucre si fine qu'elle semble pouvoir se briser si on respire dessus. Je dessine des fleurs délicates et impossibles faites de sucre tiré. Je conçois des saveurs que je n'ai jamais goûtées. Eau de rose et pistache, cardamome et agrumes. Je croque ces choses impossibles et magnifiques dans une pièce qui sent l'eau de javel et la vieille bière. Alors qu'une bagarre de bar résonne depuis la rue,
je dessine parce que c'est la seule partie de ma vie que je peux contrôler. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est plus que ce que j'avais à l'aéroport. C'est un début. L'endurance se brise quand on finit par trouver une personne. Pour moi, cette personne était Chloé. Elle travaillait avec moi pendant l'équipe du matin au café. Des cheveux violets délavés en une sorte de lavande poussiéreuse, un tatouage de méduse à l'air sceptique sur le bras, et un sarcasme si tranchant qu'il pourrait percer la cohue matinale. Je dessinais sur une pile de serviettes pendant un moment de calme, perdu dans la conception d'un gâteau de mariage à 3 étages, lorsqu'elle s'est glissée sur le tabouret en face de moi. La nouvelle, a-t-elle dit. On dirait que tu sors tout droit d'une photo avant dans une brochure de protection des témoins. J'ai juste regardé mes mains tachées de marques de café. Camille. Elle a souri avec ironie. Chloé. J'ai eu des rêves moi aussi. 2. Puis j'ai réalisé que la caféine payait mieux. Elle a tapoté la serviette. C'est beaucoup de dessin pour une serviette. Tu es doué? Je m'amuse juste un peu. Oh. Elle a plissé les yeux vers le dessin. C'est un gâteau, n'est-ce pas? Ça a l'air trop compliqué. On dirait que ça coûterait plus cher que ma voiture. Elle a quand même pris une photo avec son téléphone. Mon ami pense que l'art du latte est du grand article. Ça va lui faire perdre la tête. Je ne m'attendais à rien, mais elle a continué à me parler. Elle m'apportait la moitié d'un sandwich de son propre déjeuner. Elle me couvrait quand j'avais 5 minutes de retard en venant de mon travail à l'hôtel. Elle était la première personne en 3 mois qui me regardait comme si j'étais réellement là. La deuxième personne était Marcel. Il possédait la boulangerie où je faisais la vaisselle. C'était un homme imposant avec des mains comme des briques saupoudrées de farine et une voix qui ressemblait à du gravier. Il ne disait jamais bonjour. Il grognait simplement et désignait la montagne de plaques de cuisson. Une nuit, il a trouvé mon carnet. Je l'avais laissé sur une étagère et il s'était ouvert sur un dessin d'une fleur en sucre complexe. Je me suis figé. Je m'attendais à ce qu'il crie, qu'il me dise de retourner au travail, qu'il me licencie. Il a juste fixé la page. Il n'a rien dit pendant presque 1 minute. Puis il m'a regardé. Vraiment regardé, avec des yeux qui avaient vu trop d'équipes de 4 heures du matin. C'est toi qui as dessiné ça? J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Il a grogné. Ce n'est pas mal. La structure est mauvaise. Tu as besoin de tourillons de support pour ce genre de poids. Je l'ai juste regardé. Il a soupiré, essuyant ses mains sur son tablier. Tu es une bonne plongeuse, Camille. Tu es calme. Tu es rapide. Mais ça. Il a tapoté la page. C'est du gaspillage de papier si tu ne sais pas comment utiliser le beurre. Je n'ai pas de cuisine ni d'ingrédients. Marcel a regardé autour de l'immense boulangerie silencieuse. Les fours étaient éteints. Les tables en acier brillaient. Moi, j'en ai. Il a décroché une clé de son passant de ceinture. Ma cuisine est vide de minuit à 4 heures du matin. Tu es déjà ici. Tu fais un gâchis, tu nettoies. Tu casses quelque chose, tu paies. Et tu utilises mes ingrédients. Tu utilises les restes. Compris? Je ne pouvais pas parler. Un adulte venait de m'offrir quelque chose sans qu'un mais y soit attaché. J'ai juste hoché la tête. Alors, j'ai ajouté un 4e emploi de 2 heures à 4 heures du matin. Une fois ma vaisselle terminée, je m'entraînais. J'apprenais avec les restes. J'ai appris comment tempérer le chocolat, comment faire une crème au beurre stable, comment travailler le fondant. Mes mains, qui étaient à vif à cause de l'eau de Javel, ont appris une nouvelle forme de patience. J'ai pleuré la première fois que j'ai fait une rose parfaite en sucre. J'ai pleuré si doucement. Les grands batteurs industriels ne l'ont pas remarqué. Pour l'anniversaire de Chloé, j'ai dépensé l'équivalent d'une semaine de pourboire. Je suis resté éveillé pendant 36 heures d'affilée. Je lui ai fait le gâteau de la serviette. 3 étages au cassis et au citron, recouvert d'une dentelle noire délicate peinte à la main. Quand je l'ai apporté au café, elle a juste fixé le gâteau. Bordel. Elle m'a regardé. C'est toi qui as fait ça? Je pensais que tu gribouillais seulement. Elle a pris une douzaine de photos et les a postées partout.
La légende était du pur Chloé, mon amie Camille est une véritable sorcière de la pâtisserie. Vos cupcakes sont basiques. Battez-vous contre moi. Je n'en ai rien pensé. C'était juste un gâteau. 2 jours plus tard, un courriel est arrivé sur le compte que j'avais créé juste pour postuler à des emplois. C'était de la part d'une organisatrice d'événements local. J'ai vu le gâteau sur le fil de Chloé. J'ai un client. Petite fête d'anniversaire de mariage. Ils veulent ce gâteau. Pouvez-vous le faire pour vendredi prochain? Mon budget est de 285 €. 285 €. C'était plus que ce que je gagnais en une semaine à récurer des toilettes et laver des casseroles. J'ai failli dire non. Je vivais au-dessus d'un bar. Je partageais un micro-ondes avec des cafards. J'étais tout en énergie, mais sans infrastructure. Chloé a lu le courriel par-dessus mon épaule. Ne sois pas idiote. Dis oui. Tu trouveras une solution plus tard. Alors j'ai dit oui. J'ai passé 3 nuits dans la cuisine de Marcel. Alimenté par du café éventé et la terreur, je l'ai livré dans un taxi que je ne pouvais pas me permettre. L'organisatrice d'événements m'a remis 3 billets de 100 € en me rendant la monnaie sur le total. Je suis sorti à la lumière du soleil. J'avais l'impression d'avoir eu une promotion. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon carnet taché à une page vierge. J'ai écrit « L'éclat de sucre ». Ce n'était pas une entreprise, c'était un défi. L'élan n'arrive pas comme un coup de foudre, il apparaît comme une pluie régulière, trouvant le même chemin sur une vitre jusqu'à ce qu'il y ait une rainure. L'éclat de sucre est devenu ma vie. J'ai loué un petit espace de cuisine commerciale partagé avec l'argent que j'avais économisé. Plus besoin de me cacher dans la boulangerie de Marcel. Il a juste grogné quand je le lui ai dit, disant « Il était temps. Tu gaspillais mes restes. » C'était la chose la plus gentille qu'il m'ait jamais dite. Les commandes arrivaient au compte-gouttes, puis s'accumulaient. Des anniversaires locaux, des petites fêtes de bureau. J'étais une seule personne faisant le travail de 5, mangeant des restes de crème au beurre pour le dîner et dormant par tranche de 4 heures. C'est alors qu'Hugo est entré dans la cuisine. Il était là pour une dégustation pour un client, recommandé par l'organisatrice d'événements qui m'avait donné ma première chance. Il était grand avec un sourire tranquille et des yeux qui écoutaient vraiment. Il tenait un petit blog culinaire appelé Les Papilles Lyonnaises. Il ne s'est pas contenté de goûter les échantillons, il les a étudiés. Il a posé des questions sur la cardamome, sur la façon dont j'obtenais une crème au beurre si lisse. Il a regardé mes croquis grossiers avec une sorte de soin auquel je n'étais pas habitué. Vous concevez comme un architecte, a-t-il dit en tapotant un dessin. La plupart des gens se contentent de cuisiner. Vous construisez quelque chose. Il a cligné des yeux. J'essaie juste de m'assurer que ça ne s'écroule pas. Il a souri. Ça aussi. Il a commandé un gâteau pour son client, mais il est revenu une semaine plus tard avec un appareil photo. Je fais une série, a-t-il dit, sur les gens qui fabriquent des choses de leurs mains. Nous filmons, nous montons, nous vous donnons les fichiers, sans frais. Je pense simplement que les gens devraient voir comment vous travaillez. J'aurais dû dire non. J'étais allergique à l'attention. Cela ressemblait encore à un piège, mais il avait une gentillesse dont je n'avais pas peur. D'accord, ai-je dit. Il a passé un après-midi à filmer. Il ne m'a pas forcé à jouer la comédie, il a juste pris des gros plans de mes mains utilisant la poche à douille, de la vapeur s'élevant des fours, des croquis épinglés sur mon mur. Il a laissé le son de la cuisine respirer. Il a intitulé l'article La pâtissière qui travaille dans l'obscurité et l'a mis en ligne sur son blog. Il a été partagé. Puis il a été partagé à nouveau par un compte culinaire national, le genre avec des millions d'abonnés. Mon téléphone n'a pas seulement vibré, il a hurlé. C'était une vibration qui donnait l'impression que tout le sol tremblait. La boîte de réception, qui recevait habituellement 2 courriels par jour, en contenait soudain 200, des commandes, des questions, des éloges d'inconnus vivant dans des pays que je n'avais jamais visités. Et puis, un courriel m'a noué l'estomac si fort que j'ai cru que j'allais être malade. L'objet était « Opportunité de collaboration de marque ». Il provenait d'une femme nommée Sophie. Le courriel était léché. Nous adorons votre esthétique, Camille. Votre histoire est tellement authentique. Nous aimerions discuter d'un partenariat de marque. Je ne reconnaissais pas le nom.
J'ai failli le supprimer, mais j'ai fait défiler jusqu'à la signature. Sophie, responsable des relations publiques. Catherine. Le nom de famille de ma mère. Le cabinet de ma mère. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai relu la phrase. J'ai cliqué sur le lien et elle était là, une photo souriante de Sophie sur le site institutionnel de ma mère, notre dernière recrue. Je suis restée assise là, sur un sac de farine, le bruit du réfrigérateur industriel bourdonnant, et pour la première fois, tout a pris sens. Joint au courriel se trouvait un PDF sur papier glacé, une invitation au gala de charité famille et amis, organisé par le cabinet de ma mère, et sur la liste du comité de l'événement, son nom, celui de Léa, le nom de ma sœur. Elle ne m'avait pas parlé depuis 3 ans. Pas un SMS, pas un appel. J'avais été dans la même ville à récurer les toilettes de leurs hôtels, à leur servir du café dans leur café. J'étais invisible. Mais maintenant qu'un inconnu avec une caméra avait dit que j'avais de la valeur, j'ai enfin compris. Dans une famille comme la mienne, on n'est pas une personne. On est un reflet. On est une source d'approvisionnement. Quand j'étais la fille sur le trottoir de l'aéroport sans valise, j'étais un mauvais approvisionnement. J'étais un échec, un secret, une histoire à cacher. Mais maintenant qu'un blog culinaire et un millier d'inconnus m'avaient approuvé, j'étais un bon approvisionnement. J'étais une histoire de réussite qu'elle pouvait découvrir. J'étais quelque chose qu'elle pouvait utiliser. Ma mère ne m'avait pas retrouvé. Ma sœur ne me manquait pas. Elles avaient été alertées de l'existence d'un nouvel actif. Ce courriel n'était pas une excuse. C'était une acquisition. Elle ne m'invitait pas à la maison, elle m'invitait à être un sujet de conversation lors de leur fête. Je n'ai pas répondu au courriel, pas au début. L'invitation est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant une semaine. Un morceau de papier glacé qui semblait plus lourd que toutes mes plaques de cuisson réunies. « Tu y vas ?» a demandé Chloé, s'appuyant sur la table en acier, volant un morceau de citron confit. Je n'ai pas encore décidé. Elle a ricané. Menteuse. Tu essaies de décider comment tu vas y aller. Est-ce que tu vas te présenter humble, calme et reconnaissante comme la petite fille perdue qu'elles ont retrouvée? Peut-être. Voici 2 versions françaises plus courtes et naturelles qui conservent le sens original et l'arc émotionnel. Option 1, concentration sur l'entrée et la sortie. Un peu plus percutant. La nuit était mon coup de théâtre, pas une histoire de fantôme. Comme Hugo l'a dit, je mérite de raconter ma propre entrée, pas de revenir comme la fille qu'ils ont abandonnée. J'ai réservé une Mercedes noire discrète, une puissance qui murmure. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais par la vieille habitude d'anticiper le jugement. Je portais une robe noire simple. Pas une robe de bal, pas d'éclat, juste moi. Je ne fuyais rien. Je roulais vers cela. Au moment où j'ai mis le pied dans le gala, j'ai su que c'était ma scène. Ma famille, ma mère Catherine, mon père Jean et ma sœur Léa, ne m'ont pas reconnu jusqu'à ce que le sourire de Léa se fige. Le silence était délicieux. Je suis passé droit devant eux pour aller au bar. Quand ma mère, Catherine, s'est finalement approchée, tout en fierté forcée et en cliquetis de talons frénétiques, j'ai vu ma chance. « Bonjour, Catherine », ai-je dit, la voix ferme. « C'est drôle. Tu ne m'as trouvé que lorsqu'un blogueur culinaire l'a fait. » Léa, l'enfant prodige, a sifflé que je faisais une scène. J'ai riposté avec la seule vérité qu'elle comprenait. Je me souviens de la charité, Léa. Cela ressemblait autrefois à 95 € et un billet de bus aller simple. Le silence fut total quand la responsable des relations publiques, Sophie, a surgi, voyant ma lutte comme un simple récit lucratif. J'ai posé mon verre. Mon travail n'est pas disponible pour votre marque, ai-je dit. Et mon histoire n'est pas à vendre. Je me suis détourné pour partir. Ma mère m'a attrapé le bras, demandant pourquoi j'étais venu, si ce n'était que pour gâcher leur soirée. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Je suis juste venu m'assurer que ce n'était pas moi qui avais disparu. En sortant, le bruit sourd, solide et coûteux de la portière de la voiture a étouffé leur vacarme. J'ai supprimé le courriel de Sophie. J'ai réalisé que la survie n'est pas un acte de haine. C'est le courage de tailler son propre arbre généalogique. Je n'ai pas conduit vers la maison, mais vers ma nouvelle cuisine commerciale, l'éclat de sucre.
Chloé et Hugo étaient là avec des tacos et de la bière bon marché. Ma famille choisie. Ma place était ici. Dans l'odeur de levure et de chocolat, j'ai souri, j'ai noué mon tablier et je me suis remise au travail. Des années plus tard, avec ma propre boutique prospère, j'écris une nouvelle liste d'objectifs. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de vie. Voici mon message pour vous, les brebis galeuses, votre sang n'est pas une cage. Votre famille choisie est le grand prix. Ne vous rétrécissez pas pour tenir à leur table minuscule et étouffante. Allez en construire une plus grande.